Bonjour, on se retrouve pour un cours sur la logique combinatoire, donc bonjour surtout au 1T2 du lycée Beaumont. Donc on vous dit en introduction que l'homme a voulu traduire ses idées en langage mathématique de façon à permettre aux machines de reproduire des actions. Donc la logique combinatoire, hein, c'est l'évolution des états de sortie qui ne dépendent que des états d'entrée et est totalement indépendant de ce qui se passe au niveau des sorties au moment considéré. Donc on vous dit que l'électronique qui est associée donc à ces équations s'appelle les fonctions logiques. Dans un premier temps, ceci était fait par des composants classiques, et puis au fur et à mesure du temps et de l'évolution des systèmes et des découvertes, cette logique a pu être programmable, c'est ce qu'on pourrait voir par la suite, et qui s'appelle donc la logique programmable, la logique combinatoire qui serait programmable dans des circuits programmables informatiques. Donc si on parle de cette logique combinatoire, elle fait partie donc de la fonction de la chaîne d'énergie, excusez-moi, de la chaîne d'information, se réfère généralement à la fonction traitée qui se trouve au sein de cette fonction donc de la chaîne d'information. Au niveau de cette logique combinatoire, on peut définir les variables logiques. Donc une variable logique est une variable numérique possédant deux états logiques qui signifie à 0 ou 1, le binaire, comme on l'a vu dans les cours précédents, vrai ou faux, ouvert ou fermé, allumé ou éteint, ce qui veut dire tout ou rien. Cette variable binaire est appelée aussi booléenne, on peut l'appeler booléenne, on le verra dans la programmation, hein, quand on déclare une variable ne possédant que deux états, elle s'appelle souvent booléenne. Elle est représentée donc par des lettres, cette variable, qu'on pourrait appeler A, B, C, D, E, etc. Un petit exemple, par exemple, quand on parle de la lampe, qu'on a appelé la variable grand L, elle peut prendre deux états, l'état 0 ou l'état 1. Lorsqu'elle est à l'état 0, la lampe sera éteinte, et lorsqu'elle sera allumée, elle sera à l'état 1. Donc ce qui est schématisé bien sûr ici. Exemple de variable logique d'entrée, donc ça c'était une variable de sortie, la lampe, hein. La variable d'entrée peut être un interrupteur. On vous dit que l'interrupteur ou le bouton poussoir, plutôt un bouton poussoir comme il est schématisé ici, va être au repos à 0 et actif à 1. La variable d'entrée associée, représentée donc, sera 0 pour ouvert, 1 pour fermé. Il y a deux cas possibles, on peut rencontrer les normalement ouverts ou normalement fermés, NO veut dire normalement ouvert ou normalement fermé, A bar, c'est-à-dire la petite représentation qui est ici, hein, si la variable s'appelle A, signifie que cette fois-ci nous sommes à l'état inverse, que c'est normalement fermé. Au repos, je parle. Hein. Si on schématise le bouton poussoir, dans les deux cas, donc ici pour la partie normalement ouverte et ici pour la partie normalement fermée, bien sûr, et ben normalement ouvert, on voit bien qu'on a donc un bouton poussoir au repos qui est ouvert. Le nom de ce bouton poussoir s'appelle A, la variable associée s'appelle A, au repos il vaut 0, à l'état actionné il vaut 1. Par contre, celui qui est l'opposé, qui est normalement fermé, lui s'appelle donc A bar cette fois-ci, le nom de la variable c'est A. Lorsque A bar est à 0, ça veut dire que le contact est fermé. Et lorsque A bar est à 1, c'est que le contact est ouvert. Donc ça, c'était la représentation d'une entrée logique telle une variable. En représentation des systèmes combinatoires, donc en logique combinatoire, on peut représenter les systèmes sous de cinq façons différentes pour représenter leur fonctionnement. La première chose, par sa fonction logique, par son schéma à contact, par sa table de vérité, par son logigramme ou par son chronogramme. Donc sa fonction logique, ça va être son équation logique, grossièrement, comment on va l'écrire. Un schéma à contact, ça veut dire qu'on va représenter le comportement à travers des contacts qui s'ouvrent et qui se ferment. Par une table de vérité, c'est donc un tableau dans lequel il y aura des états des entrées et qui vont donner l'état des sorties correspondant aux différents états des entrées. Par un logigramme, donc ça c'est un schéma représentant des fonctions logiques, un schéma électrique. Ou par un chronogramme. Là, donc, cette fois-ci, c'est des états sur un chronogramme. Donc, chronogramme qui veut dire, en fonction du temps, on va voir évoluer l'état des entrées et des sorties correspondantes. On va essayer de détailler pour chaque partie, les 5 parties, comment ça peut être. Premièrement, la fonction logique, ou équation logique. On pourrait appeler ça également équation logique, fonction logique ou équation logique. C'est une fonction associant donc des fonctions logiques, les fonctions logiques qu'on va rencontrer à travers ce qu'on va faire, et ça va être les fonctions oui, non et ou, les plus couramment utilisées.
Prenons un exemple. Une ampoule et 3 interrupteurs. Une ampoule, représentée par sa variable de S, doit s'allumer si l'interrupteur A ou l'interrupteur B sont actionnés. Si l'interrupteur C est actionné, la lampe doit rester éteinte. Donc, on va écrire ça avec des fonctions logiques. C'est l'énoncé. On vous dit que la sortie S, qui est là, sera vraie si l'interrupteur A ou l'interrupteur B, donc la fonction OU est représentée ici par la valeur, le petit plus qui est là, et que l'interrupteur C ne sera pas actionné, donc ça veut dire que C sera à l'état barre. Cela signifie que S est vrai si seulement A et B sont vrais et C est faux. C bar se lit, donc C bar, comme il est donné là, se lit C bar, représentant l'inverse de l'état C. S représente le résultat de la sortie, A et B représentent, A, B, C représentent les entrées, le point représente la fonction E, donc là le point c'est la fonction E qui était ici, vous êtes bien d'accord, et le plus représente la fonction OU qui est ici, qui est donc représentée, elle, par le OU qui est là. Donc ça, c'est la fonction logique ou équation logique. Une fois qu'on a fait ça, on peut également représenter ça d'une deuxième manière qui est par un schéma à contact. Donc on vous dit que la représentation se fait de telle sorte, on a mis donc ici une alimentation 24 volts, de l'autre côté la masse, et on voit bien que pour allumer la lampe qui se trouve ici, S, il faudra soit appuyer sur A ou sur B, et que C ne soit pas actionné. Par contre, si C est actionné, on a beau appuyer sur A ou sur B, rien ne va se passer. Donc je répète, il faut appuyer sur A ou sur B, que le courant passe soit ici, et que C ne soit pas actionné. Donc on remarque bien là que la fonction OU serait faite par une dérivation, et que la fonction E serait faite, donc cette fois-ci, entre là et là, par une série cette fois-ci. La mise en série de contacts. Donc ça, c'est la représentation schéma à contact. Autre représentation qui serait la table de vérité cette fois-ci. Donc la table de vérité, c'est grossièrement un tableau sur lequel on voit à gauche apparaître les différentes entrées qui sont A, B et C. Et puis à la sortie, S qui est la sortie. On vous dit que un tableau va obtenir un nombre de lignes correspondantes à 2 puissance n. Alors 2 puissance n, le n ici ça doit être un petit n, nombre 2 puissance v, nombre de variables. En fonction du nombre de variables, ici j'ai 3 variables, donc 2 puissance 3 correspondent bien à 8 lignes de combinaison, les combinaisons binaires correspondantes, donc 0, 0, 0, 1, etc. Et on pourrait voir à quel moment la sortie S est valide. Il est simple de savoir, on avait dit qu'il fallait que soit A ou soit B soit valide. Les cas où A et B sont valides, c'est ici, voilà, et ici, là, et que C ne soit pas valide, que C soit égal à 0. On est bien d'accord que C ne soit pas activé. Si C est activé, par contre, il n'y aura rien qui se passe. Donc, on pourrait tout de suite s'affairer à regarder dans quel cas ça pourrait se passer. C non activé, c'est donc ici. C non activé, c'est ici. C non activé, c'est ici. Et C non activé, c'est ici. Mais il faut aussi que A ou B soient activés. Donc, ça veut dire que pour que ça soit activé, il y a donc le point ici, le point ici, et le point ici est valide. Le reste du tableau, de la table de vérité, donc va se voir affecter des zéros, car la lampe ne sera pas allumée. Donc pour que la lampe soit allumée, premier cas, B est activé, il ne se passe rien sur C. Deuxième cas, A est activé, il ne se passe rien sur C. Et deuxième cas, A et B sont activés et il ne s'est rien passé sur C. Donc ça, c'est une autre représentation. La troisième représentation. Quatrième représentation, c'est la représentation au travers de logigramme. Logigramme est un schéma électronique représentant des symboles logiques. Donc on va voir juste à côté, là, vous verrez ici sur le côté, là, toutes les fonctions logiques. La fonction logique OU se représente avec le symbole supérieur ou égal à 1. Ça, c'est la fonction OU. Donc on voit bien que l'on a A ou B qui arrive ici. Donc ici, je pourrais noter A ou B avec le plus. Cette fonction logique là, qui est ici, représente l'inversion, donc le bar, donc ici j'obtiendrai C bar, puisque j'avais C à l'entrée, et cette dernière fonction logique qui est ici représente le et, donc à la sortie, S sera égal à A ou B, plus, et C bar. Voilà, donc ça représente bien un logigramme à partir de fonctions logiques. Donc il faudra connaître les symboles. Qu'est-ce qu'il y a dans le symbole d'une fonction logique? Il y a deux entrées qui se trouvent forcément à
gauche, la sortie se trouve à droite, tout le temps. À l'intérieur, il y a le petit symbole là qui indique la fonction logique correspondante, donc le symbole de la fonction logique correspondante. Et puis, il y a également possibilité d'avoir à la sortie, il est possible d'avoir, donc si on a ce petit symbole, ça veut dire que la sortie est inversée, donc qu'elle est barre, qu'elle est sortie barre. Donc ça, c'était la quatrième possibilité qu'on avait. La cinquième possibilité, elle, est de réaliser cette fois-ci ce qu'on appelle un chronogramme. Un chronogramme représentant donc les sorties, les entrées et les sorties en fonction du temps. On voit bien que le temps ici est en train de s'écouler, ici on a le temps. Et puis on donne les états logiques donc des entrées, des trois entrées, A, B et C. Mais si vous regardez bien, on a repassé par tous les états qui se trouvaient dans la table de vérité là pour analyser le comportement. Et on a tracé des sorties intermédiaires, c'est-à-dire qu'on a tracé A ou B, C barres, et puis la sortie S correspondante. Donc si on regarde bien, A et B étant les deux lignes du haut, on voit bien que celle qui s'appellerait A ou B là, est une sortie, je vais essayer de changer de couleur si je pouvais, on va faire avec une couleur verte pour le premier, voilà. On va tracer, donc celui-ci, on va le tracer en vert. Il faudra que soit A, soit B ou les deux soient à 1 pour avoir 1 à la sortie. Donc on voit bien qu'au début, on a les deux à 0. Ensuite apparaît un état 1 jusqu'à la partie ici, vous êtes bien d'accord? Ensuite, on a les deux qui se retrouvent à 0, donc pas de souci, ça recommence et ça se répète. On a A qui est égal à 1, B qui est égal à 1, les deux sont égales à 1, tout est égal à 0, et on recommence. Voilà, donc là on a tracé A ou B. On voit bien que pour que A ou B soit égal à 1, soit A, soit B, ou soit les deux sont à 1. On va tracer ces barres. Ces barres est assez simple. Ces barres est l'inverse de C. Donc on voit bien que C se trouve la dernière ligne en bas ici, vous êtes bien d'accord, C est là. Donc pour tracer l'inverse, on voit bien que tout ce temps-là, il est à 0, donc il est à 1. Et que à partir de ce moment-là, il passe à 0. Et là, il repasse à 1. Voilà. Donc là, on a tracé C bar, qui est l'inverse de C. Et maintenant, si on veut tracer S, on sait bien que S, lui, c'est soit A ou B, et C bar. Et C bar. Donc ça veut dire que pour qu'il y ait un 1 sur la sortie de S, il faudra donc cette fois-ci que les deux soient à 1. Donc les deux soient à 1. Le seul moment où les deux sont à 1, c'est bien ici, vous êtes bien d'accord. Tout le reste du temps, ils sont à 0. Donc je reste à 0, même encore plus loin. Oui, oui, oui. Donc ça veut dire que cette partie-là là, va disparaître, hein, elle n'existe pas. Les deux restent à 1 ici, donc là on a bien le 1 qui reste, et on voit bien que ici on a bien 1 et 1 pour A ou B et C bar, etc. Donc on a bien trois moments dans le temps où on va avoir la sortie à 1, comme dans la table de vérité précédente. Il fallait que C soit égal à 0, puisqu'on voit bien que C bar est égal à 1, et que l'un des deux autres soit égal à 1. Donc ces 5 représentations donnent exactement les mêmes choses et permettent de comprendre le fonctionnement d'un système. On peut utiliser l'une des 5 pour matérialiser le fonctionnement d'un système. Donc on va s'affairer un petit peu à regarder les fonctions logiques. Je vous ai dit que les fonctions logiques pouvaient être représentées sous forme de composants électroniques. Donc on voit ici les différentes fonctions logiques qu'on pourrait rencontrer. On voit qu'il y a plusieurs normes à l'entrée, on voit des symboles. Donc on a une norme, celle-ci est une norme américaine, celle-ci est plutôt une norme européenne. On a des normes différentes en fonction des différents pays où on se trouve. La première s'appelle la fonction oui. Donc celle-là, elle n'est pas très dure à comprendre. Hein. Quand on a 1 à l'entrée, on a 1 à la sortie. Quand on a 0 à la sortie, on a 0 quand on a 0 à l'entrée, on a 0 à la sortie. On voit bien que au niveau des chronogrammes, ça se répète. Que oui, c'est simplement la fermeture d'un interrupteur. La lampe, ça représente une lampe. Hein. On pourrait représenter ça par une lampe qui s'allume, vous êtes bien d'accord. Et que la table de vérité, c'est écrit comme ça. Donc Y, la sortie X égale A. La fonction inverse cette fois-ci, qui est la fonction inverseuse, qui permet de faire la fonction barre. On voit bien que son symbole c'est un 1 avec une petite barre à l'extérieur ou alors des fois une boule à la sortie. On voit bien que sur ces chronogrammes, la sortie est bien l'inverse de l'entrée. Elle se représente par un interrupteur fermé au repos. Et dans sa table de vérité, quand on a 0 à l'entrée, on a 1 à la sortie, et inversement, 1 donne le 0 à la sortie. Son écriture est donnée par la fonction A bar.
x égale à barre. Son nom est non, elle fait donc l'inverse. La porte E, qui est un carré avec l'intérieur le symbole qui s'appelle esperluette, qui se trouve sur la touche, si vous regardez de votre ordinateur, la touche 1 du chiffre 1. Norme américaine un peu différente. On sait que le et, alors si on doit retenir le et, pour qu'à la sortie il y ait un 1, il faut que les deux entrées soient à 1. On voit bien que il faut bien les deux entrées à 1 pour avoir la sortie à 1. Elle se matérialise tout à l'heure, on a dit, par la mise en série d'interrupteurs. Donc là, c'est une fonction avec deux entrées A et B. Donc il faut que A et B soient fermés pour que la lampe s'allume. On voit bien que dans le tableau, ça se matérialise par simplement les deux doivent être activés pour avoir le 1 à la sortie, et s'écrit donc par un point, y égale A point B. Fonction E. Fonction OU, qui elle est matérialisée par un supérieur ou égal à 1 dans notre représentation. Et là, on sait qu'il ne faut qu'un seul 1, enfin, il faut au moins un 1 sur une des entrées pour que la sortie soit à 1. On voit bien, dès lors qu'il y a un 1 ou même de 1, la sortie passe à 1. Donc ici, on voit bien cette partie-là. On avait vu tout à l'heure que pour allumer la lampe, on appuie sur un bouton ou l'autre ou les deux pour allumer la lampe. Donc ça correspond à 3 cases actives dans la table de vérité qui se trouve ici. Elle s'écrit A plus B pour donner donc la fonction OU. Il y a une fonction qu'on n'a pas parlé, qu'on peut rencontrer également, qui s'appelle cette fois-ci, elle, OU exclusif. Cette fonction OU exclusif ou XOR. Hein. Alors on voit XOR ici, on aurait pu l'appeler OU exclusif. Cette fonction ne donne un 1 en sortie que si elle n'a qu'un seul 1 à l'entrée. C'est-à-dire que la combinaison des deux 1 à l'entrée n'intervient pas, ça donne un 0. On voit bien que ici, dès lors que l'on a les deux 1 ici en présence, et bien ici on a 0 en face. Donc c'est OU exclusif. Pour avoir un 1 en sortie, il faut un 1 à l'entrée et un seul 1. Le schéma est un peu plus dur à retenir. On voit bien que si on appuie sur l'interrupteur A, et ben tout ça va s'allumer. Si on appuie sur l'interrupteur B, ça va s'allumer. Par contre, si on appuie sur A et B en même temps, on va appuyer ici, celui-ci va se fermer, mais va ouvrir celui-ci. On va appuyer en même temps aussi sur celui-ci qui va ouvrir celui-ci, la lampe ne sera pas allumée. Donc on voit bien apparaître que deux lignes de la table de vérité dans laquelle apparaissent des 1 à la sortie. Ce sont seuls ceux qui ont un seul 1 sur leur entrée. L'écriture du OU s'écrit presque comme tout à l'heure, sauf qu'on l'entoure pour dire que c'est un OU exclusif. On rencontre de temps en temps cette fonction dans les représentations électroniques, donc des fonctions logiques. Une fois qu'on a parlé de tout ça, donc ça c'est à retenir bien sûr hein, pour les élèves de 1 T2. Il faut connaître tous ces symboles par cœur, c'est-à-dire je parle des symboles européens, des tables de vérité, tout ça est à retenir. Les principales propriétés des opérateurs logiques, un grand mathématicien, logisticien britannique des années 1800, nous a inventé, qui s'appelle Monsieur de Morgant, a inventé plusieurs petites choses. Il a inventé son théorème, le théorème de De Morgant, qui permet de dire que ce théorème permet de transformer des fonctions E en fonctions OU. C'est-à-dire que ce monsieur a dit que si on avait par exemple la fonction A ou B bar, on pouvait l'écrire, cette fonction A ou B bar, comme étant A et B bar. C'est-à-dire qu'en coupant la barre au centre ici, la fonction E devient OU, et la fonction, pareil pour la fonction E, si on coupe la barre sur une fonction E, elle devient OU. On pourrait faire un exemple, on prend deux entrées, A et B, et on va essayer d'écrire à quoi correspond. Par exemple, on va essayer de voir à quoi correspond A ou B. Alors si je prends A ou B, le seul moment où elles vont être à 1, c'est dès lors que j'aurai des 1. Donc vous êtes bien d'accord que ici, dès lors que j'ai un 1 sur l'entrée, j'aurai donc un 1 à la sortie. Si je prends son inverse maintenant, donc c'est-à-dire que je n'ai qu'à inverser l'état, je n'aurai plus qu'un seul 1 ici, les 3 1 deviennent des 0. À quoi correspond A bar? Eh ben, je vais remettre les états correspondants inverses. Donc ici, ça va donner 1 et 1, vous êtes bien d'accord. Là, ça va donner 1 et 0. Ici, ça va donner 0 et 1. Et ici, 0 et 0. Si je fais cette fois-ci la fonction qui est donc A bar et B, il me faut les deux à 1 pour avoir un 1. Donc seul cet endroit-là me permet de montrer la mise des deux à 1. J'ai ces deux-là à 1 qui me permettent d'avoir un à la sortie. Et on voit bien donc que la fonction qui s'appelle Y1 ou Y2 qui est A ou B le tout bar
est bien égal à A bar et B bar. Donc on vient de démontrer le théorème de M. De Morgan ici. Donc à retenir ce théorème, hein. Quand on coupe une barre, on change de signe. Ensuite, un autre monsieur qui a fait beaucoup pour la logique combinatoire, c'est monsieur Boole. On parle d'algèbre de Boole, et c'est de là que vient le nom. On a parlé tout à l'heure de booléen, donc ça vient de lui, hein, c'est resté à son honneur. Hein. Donc lui, il a créé l'algèbre de Boole et a montré qu'à travers cette algèbre de Boole, il était possible de garder des fonctions, comme des fonctions mathématiques, des propriétés. Donc il a dit que au niveau de la commutativité, comme en mathématiques, que A ou B, c'était la même chose que B ou A. Même chose pour A et B et A, c'était la même chose. L'associativité, c'est-à-dire que si on associe, qu'on écrit A ou B et C entre parenthèses, c'est la même chose que si on avait mis A ou B ou C. La distributivité, c'est-à-dire que quand la fonction E se distribue à une fonction OU, comme en mathématiques, ça se conserve. Il a dit qu'il y avait également des éléments neutres, c'est-à-dire que si on faisait un OU d'une variable avec 0, on retrouve forcément la variable. Pour la fonction E, ça sera un E avec un 1 qui fera l'élément neutre. L'élément absorbant, c'est-à-dire qu'il va donner tout le temps un 0 en sortie, c'est-à-dire que si on met la fonction E avec un 0, on sait bien qu'il faut 2 1 dans une fonction E, donc ça veut dire que le 0 va faire l'élément absorbant. Et dans la fonction OU, on sait bien que c'est le 1 qui met un 1 à la sortie, dès lors qu'il va y avoir un 1 sur l'une des entrées, donc si on fait A ou 1, on aura forcément 1. Il a également dit que double barre ne voulait plus rien dire, c'est-à-dire que si on fait l'inverse de l'inverse, on retombe sur lui-même. Que si on fait un et entre A et A bar, sachant que l'un est l'inverse de l'autre, on obtient tout le temps 0. Que si on fait un ou entre A ou A bar, on obtient tout le temps 1, parce que l'un est forcément l'inverse de l'autre. Si l'un est à 0, l'autre est à 1, et inversement. Que si on fait le et entre deux fonctions de même valeur, enfin A et A, c'est la même chose que A, ou A donne la même chose. On pourrait donc s'amuser à faire des petits exercices de simplification. Le premier est assez simple, hein, si je regarde A ou A et B, je pourrais donc factoriser les choses et me dire que ceci est égal à A facteur de 1 ou B. Et en regardant dans ce qu'on vient de voir au-dessus, quand on a la fonction 1 ou B, ça donne 1. Donc ceci donne 1. Donc ça veut dire que tout ça sera égal à A. On peut le simplifier par A. Cette fonction S1 serait donc elle égale à A. Et donc beaucoup plus simplifié que ça. Donc ça veut dire que ce monsieur, en utilisant ce qu'on appelle l'algèbre de Boole, on peut simplifier les équations. On pourrait faire exactement la même chose pour celles qui se trouvent en dessous, essayer de trouver des facteurs en commun pour pouvoir simplifier les choses. Alors, on voit peut-être que il faudrait regarder un peu dans quel sens faire, mais on pourrait peut-être simplifier les choses pour essayer de trouver le résultat de cette équation. Donc pour le second, on va donc maintenant regarder, comment dire, on n'a pas le droit de changer donc de deux variables à la fois. Donc on voit bien que ici, pour passer de ici à ici, c'est B qui a changé. Pour passer de ici à ici, c'est A qui a changé. Et pour passer de ici à ici, cette fois-ci, c'est encore B qui a changé. Une seule variable doit changer à la fois. Une fois qu'on a positionné dans ce tableau tous les 1, on va en faire des regroupements. Pour faire ces regroupements, il faut se dire que les seuls regroupements qu'on a le droit de faire sont des regroupements de 2 puissance n. N étant un nombre compris entre 0 et ce que vous voulez. Donc, des 2 puissance n. Donc, ça va dire 1, 2, 4, 8, 16. On va s'arrêter là parce que nous, on a un tableau à 8. Donc, le maximum qu'on pourrait faire, ça serait 8. Mais on pourrait, si on avait de plus gros tableaux, faire des regroupements. Ces regroupements doivent entourer des 1 qui se touchent. Donc, qui sont un à côté de l'autre. Donc, c'est-à-dire que il va falloir essayer de regrouper le maximum, de faire le maximum de groupes avec le maximum de 1 dedans. Alors, si je regarde bien, je vais changer de couleur pour faire, comme ça, ça sera bien. Le premier groupe que je pourrais faire,
j'ai un premier groupe qui est tout simple, qui est ce premier groupe-là que je peux faire. Donc j'ai regroupé les deux 1 qui se trouvent à un côté de l'autre. Je pourrais encore maintenant regrouper les deux 1 qui se trouvent donc ici, là, je pourrais regrouper ces deux 1 là en violet, mais je vois bien que ce 1 là touche celui-ci. Alors il le touche puisqu'il y a une seule variable qui change à la fois. Il faut penser que ce tableau est sphérique. Donc ce que je vais choisir de faire, c'est de regrouper ceux qui sont ici, ensemble. Et là j'ai regroupé tous les 1. Je n'ai plus besoin de faire d'autres groupements. Si j'ai fait tous ces groupements, c'est suffisant. Et je vais maintenant établir la fonction, enfin l'équation logique de ce tableau de vérité. Alors je repasse avec la première couleur d'origine. Je me dis que cette partie bleue va me donner que, alors S égale partie bleue. Je regarde ce qui ne varie jamais. C varie puisqu'il prend la valeur 0 ou 1. Donc A et B ne varient pas. Et ils sont à l'état 1. Donc je les appelle A et B. Ensuite, je me dis que OU, parce que j'ai un deuxième cas, où j'écris la fonction OU, et j'ai cette fois-ci la fonction violette qui apparaît. Quand je regarde la fonction violette, je vois bien que sur la ligne là, C ne varie pas, donc dedans j'aurai du C, et que ici, ce qui reste commun, c'est le 0 qui se trouve au bout, donc qui est B, mais à l'état bas, donc qui s'appelle B bar. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai établi, donc cette fois-ci, j'ai le résultat donc de l'équation logique correspondant à cette table de vérité qui est là, et donc réduite au maximum, donc simplifiée au maximum par le tableau de Carnot. Donc on vous explique un peu quel regroupement peut être fait, comment il se touche, ça c'est possible, ceci c'est possible, là on a bien les touches qui se touchent parce que c'est une sphère, on peut faire des regroupements de 8, on peut prendre plusieurs fois dedans, mais on doit faire les plus gros regroupements possibles, comme c'est une sphère, les 4 coins se touchent, etc. On ne peut pas faire de paquet de 6, et on n'a pas le droit de travailler avec des diagonales. C'est impossible. Une fois qu'on a fait ça, les règles, elles vous sont données. On vous rappelle rapidement, hein, le nombre de cases de regroupement sont de 1, 2, voilà, c'est des 2 puissance. Alors, c'est pas 2n, hein, c'est 2 puissance n, d'accord. Le petit n là, il est en haut, tout en haut. Les groupes doivent être les plus grands possibles, c'est-à-dire que quand je suis ici, j'en prends bien 8, là, à cet endroit-là, je prends pas 4 et 4, j'en prends le plus possible. Les groupes peuvent se chevaucher pour être dans le plus grand possible, c'est-à-dire, regardez, ils peuvent se chevaucher pour être les plus grands possibles, c'est-à-dire que là, j'ai pas été en reprendre 2 et 2, je suis passé à l'intérieur. Dans chaque groupe, on ne retient que la variable de l'état qui ne change pas, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, ou alors je peux vous le montrer en dessous, hein, quand je prends ce groupe bleu aux extrémités, je reprends bien sûr la valeur, donc c'était le regroupement pour là-haut, mais je vois que cette partie jaune ne sert normalement à rien, comme elle a été mise là, mais quand je prends ce groupe bleu, je vois bien que ce qui ne varie pas, ici par exemple j'identifie les deux zéros qui ne varient pas. Pour extraire l'équation, je retiens donc les variables dont l'état reste voilà, comme il est défini. Alors je pense que le groupe jaune ne sert à rien, si je regarde bien. Est-ce que le groupe jaune sert à quelque chose ou pas? Puisqu'il avait déjà été regroupé. On n'est pas obligé de regrouper X fois les choses. Donc je pense que ce groupe jaune, qui est le groupe qui se trouve A et C bar, n'a pas forcément d'utilité, puisqu'il avait déjà été regroupé pour moi. On n'a pas donc besoin de le regrouper. Ce groupe jaune est un groupe en plus, puisqu'on avait déjà regroupé en violet le groupe supérieur, et qu'on avait regroupé en bleu les extrêmes. Donc le groupe jaune, pour moi, on devrait pouvoir penser à l'enlever. Celui-ci ne sert à rien, là, puisqu'il a déjà été regroupé une fois. On pourrait donc le simplifier. Si on essaie de regarder, je pense que ça simplifie quelque part, en mettant en facteur des choses, mais il n'a rien à voir, puisqu'il a déjà été regroupé par les autres, donc ce groupe-là est une erreur, et ne doit pas être regroupé. Je vous remercie à tous d'avoir bien écouté, les 1T2, et puis tous ceux qui écouteraient cette vidéo s'ils en ont besoin, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et à très bientôt pour les 1T2 en face à face.